Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Vous savez que habituellement, tous les jeudis, j'organise un jeudi politique. Trois invités, trois députés de bords politiques différents qui viennent débattre de l'actualité. Vous avez l'habitude maintenant, mais exceptionnellement, nous organisons ce jeudi politique un mercredi. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que demain, je reçois Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc qui va venir répondre à mes questions, mais surtout qui va répondre à vos questions. Vous pourrez l'interroger. Et il y en a des questions. Vous savez que Leclerc, c'est le leader de la grande distribution en France et même pratiquement dans le monde. Et évidemment, il y a des quantités de questions sur les prix des produits vendus, sur les négociations commerciales actuellement avec les géants de l'agroalimentaire, sur, des quantités de questions que vous lui poserez demain au 0826 300 300 en direct et il répondra à toutes vos questions. Nous sommes mercredi, donc mercredi politique, avec trois invités. Aujourd'hui, Kevin Mauvieux, qui est député du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Charles Fournier, qui est député Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Valtou, qui va nous rejoindre, qui est député Horizon. Il arrive, Horizon Renaissance. Bien, nous allons commencer avec l'actualité du jour, des quantités de sujets que nous allons aborder dans ce débat. Le premier sujet, bien sûr, c'est l'Océan Viking, ce bateau qui est au large actuellement de la Sicile. L'Italie, pour l'instant, ne veut pas l'accueillir. Les autorités françaises rejettent la responsabilité de l'accueil sur les Italiens. Le président de la région Corse, lui, est prêt à ouvrir un port corse pour accueillir ce bateau. Alors, faut-il l'accueillir ? La France, l'association SOS Méditerranée, qui a affrété ce bateau qui bat pavillon norvégien, il faut le préciser. L'association SOS Méditerranée demande à la France d'ouvrir l'un de ses ports. Faut-il ouvrir l'un de ses ports, Charles Fournier ? Oui, moi je crois qu'il faut ouvrir. En tout cas, il faut trouver des solutions par rapport à cette situation. Et c'est une situation qui se répète. Nous avons des situations humaines dramatiques, des personnes qui risquent leur vie, et ça va se multiplier. Le dérèglement climatique, les crises de l'agriculture, les difficultés à se nourrir, à vivre dans de nombreux pays vont entraîner ces crises-là. Donc je crois que nous devons d'abord faire preuve d'humanité, être capable d'accueillir. Mais l'Italie doit respecter les accords, qui sont les accords européens, et doit prendre sa part. Et évidemment, s'il n'y a pas de solution du côté de l'Italie, alors je crois que, à l'image de Gilles Simeoni qui a proposé que la Corse accueille le bateau, il faudra accueillir, parce que c'est une question d'humanisme. Bien, l'Italie qui a accueilli déjà 3 bateaux, qui a sélectionné les migrants, en fait, qui a accueilli, par exemple, un bateau de l'ONG SOS Humanity qui a accosté en Sicile, à Catane, 144 personnes débarquées, femmes et mineurs. Restent à bord 35 migrants, des hommes dont l'Italie ne veut pas. Autre bateau qui a accosté en Italie, le Geo Barents, navire de MSF, battant lui aussi pavillon norvégien, qui a accosté à Catane, là encore, 357 personnes débarquées, 215 restent à bord. Et puis un quatrième bateau, un bateau qui a débarqué, notre bateau qui a sauvé des migrants, qui a débarqué 89 personnes. Il faut savoir aussi, autre chiffre, que 1765 migrants ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année. Voilà, je me tourne vers vous, Kevin Mauvieux. Est-ce que la France doit ouvrir l'un de ses ports ? La question, elle n'est pas si simple que ça. On se résume pas à ouvrir un port. Il faut regarder ce qu'il y a derrière cette symbolique. Effectivement, d'un côté, il y a la partie humaniste où on peut pas laisser des personnes mourir sur un bateau ou en mer. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais en même temps, et on l'utilise pas souvent, mais en même temps, l'ouverture du port d'une façon aussi simple crée un appel d'air à la fois pour une immigration dont on n'a pas forcément envie, mais aussi met en danger la vie de futures personnes. Parce que plus vous allez ouvrir les ports, plus vous allez accueillir de façon ouverte les migrants qui traversent la Méditerranée, et plus vous allez envoyer un signal aux passeurs et aux personnes d'origine étrangère: prenez la Méditerranée, on vous ouvrira, vous pourrez venir. Et donc, ces personnes-là vont prendre de plus en plus de risques et mettre leur vie en danger, parce que derrière, on leur dit qu'on les accueille. Donc il faut envoyer un signal. Bon, là, on est sur le cas d'un bateau qui est là depuis longtemps. Il y a une situation sanitaire complexe. Il faut évidemment prendre soin des personnes humaines. Donc on n'ouvre pas un port français. C'est la demande des SOS Méditerranée. Mais là, on est pour l'instant, le gouvernement français ne répond pas. Je vais en parler à Frédéric Valtou. Mais pour l'instant, le gouvernement ne répond pas. Rejette la responsabilité sur l'Italie. Alors, oui ou non, est-ce qu'on ouvre un port français ?
le gouvernement ne répond pas, il a raison sur ce point, parce qu'il y a des traités qui font que l'Italie, normalement, doit accueillir ce bateau. Alors les traités, même si on n'est pas d'accord avec eux, on doit les respecter tant qu'ils sont en vigueur. On n'est pas pour la désobéissance. En revanche, ce sont des traités qu'il faudra modifier à l'avenir pour permettre d'avoir une vraie immigration contrôlée. Frédéric Valletoux. Oui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, face à l'urgence et face à une situation sanitaire, la dimension humanitaire doit évidemment prendre le pas. Mais là, pour l'instant, on est dans le temps du droit, et le droit, c'est à l'Italie de se positionner clairement, c'est à l'Italie de prendre ses responsabilités. Il y a quand même des accords, il y a des traités, et effectivement, c'est d'abord à l'Italie de dire les choses. Et donc le gouvernement ne s'empresse pas de répondre, Gérald Darmanin ne s'empresse pas de répondre. Parce qu'on rejette la responsabilité sur l'Italie, il a dit, et la France l'a toujours fait, que face effectivement à l'urgence humanitaire, la France pourrait être présente, mais que pour l'instant, c'était à l'Italie de prendre ses responsabilités. Donc ça va sans doute se régler dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Ça ne veut pas dire que la France fait l'autruche. Alors pour l'instant, l'Italie dit non. L'Italie dit non. L'Italie qui a, comme je le disais, accueilli 3 autres bateaux, en sélectionnant d'ailleurs les réfugiés. C'est Charles Fournier. Le problème, c'est acceptable ou pas? Ce n'est pas acceptable. Et le problème effectivement que nous avons, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le mécanisme de Dublin qui oblige les pays où ces réfugiés, je préfère parler de réfugiés que de migrants, parce que derrière on laisse entendre que finalement ce serait un choix et qu'il faudrait lutter contre des vagues. La France n'est pas le pays qui accueille le plus de loin dans le monde. Donc chiffres. Tiens, demande d'asile 2021, les derniers chiffres. Allemagne 148 200 demandes, France 89 400, voilà. Espagne 65 400 et Italie 43 800. La réponse doit être aussi européenne. On doit avoir une réflexion, et le mécanisme de Dublin d'ailleurs pose problème, je pense, de ce point de vue. Il faut des quotas et que chaque pays européen s'engage dans cet accueil. On ne pourra pas simplement dire qu'il ne faut pas ouvrir et faire un appel d'air. Il y a des gens qui risquent leur vie pour pouvoir survivre et qui continueront de le faire. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et évidemment il faut travailler sur les causes, et les causes c'est le dérèglement climatique, c'est la situation dans ces pays, mais la situation d'aujourd'hui telle qu'elle est nous oblige, Européens, Français, à participer à cet accueil. Il faut que l'Europe se débrouille pour trouver un port d'accueil à ce navire. Vous bien êtes évidemment, Kevin Mauvieux? On est dans une impasse de toute façon. Oui, on est dans une impasse. On est dans une impasse. Il y a des passeurs de migrants qui ont créé une impasse. Des années. C'est pas la première fois que c'était pas la première fois, il y a des débats compliqués. Les années là, Covid. C'est sans doute un peu plus compliqué parce que le gouvernement italien a changé et qu'aujourd'hui on est sur une orientation politique qui est quand même radicale sur ces sujets-là. Mais néanmoins, radicale ou pas, l'Italie est engagée dans des traités. L'Italie et la France aussi. Et donc il faut laisser le droit et que la solution de droit s'applique. Sauf qu'aujourd'hui, l'Italie a en partie accueilli des migrants. D'ailleurs, c'est curieux. En faisant le tri. En faisant le tri. Vous l'avez dit, en faisant le tri. Sur quels critères? Des femmes et les enfants et les malades sont accueillis et pas les autres. Voilà les critères. Moi, je partage pas ces critères. Que ça soit, ils sont dans un bateau, ils sont au milieu de la Méditerranée, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Il n'y a pas un humanisme à géométrie variable. Il faut accueillir. Voilà. Et c'est la responsabilité à géométrie variable, Kevin Mauvieux? Je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Ce sont des personnes en situation irrégulière qui ont vocation, selon les politiques de différents pays, chacun mène la politique qu'il a envie de mener. Mais nous, au Rassemblement National, on est clair, on veut une immigration contrôlée. Ces personnes ont vocation à retourner chez elles. Donc, ça ne semble pas choquant de s'occuper des personnes qui sont en détresse, qui ont besoin tout de suite d'une aide urgente, et d'envoyer le signal que pour les autres, il faut retourner dans votre pays d'origine. Et les personnes qui sont en détresse urgente, une fois qu'on les aura soignées et qu'on les aura aidées... Ceux qui restent sur les bateaux, qu'en fait-on? Les débarquent dans un port libyen ou tunisien? On les fait retourner dans leur pays d'origine. Mais on les débarque parce que s'ils viennent du Soudan, par exemple, comment faites-vous? On leur envoie dans un climat de guerre. Mais la situation, elle n'est pas si simple que ça. Non, elle est compliquée. Mais évidemment qu'elle est compliquée. Et c'est difficile sur 2 minutes de temps de parole d'aller dans le détail de chaque pays, de chaque migrant. Mais globalement, les immigrés ont vocation à retourner chez eux, sauf cas particulier d'un pays, effectivement, où il y a réellement une guerre, ils sont réellement en danger sur le territoire. Il y a des situations au cas par cas, évidemment. Donc, immigration au cas par cas, quoi.
Pour les personnes qui vraiment le nécessitent. Bien, Florence est à Toulouse et nous a appelé 0826 300 300. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que la France doit accueillir ce bateau ? Mais on ne peut plus, on ne peut pas. On ne peut pas. Chez nous, vous voyez bien qu'il y a des gens dans la rue qui font la manche. Ce sont des Français qui ont eu un incident économique, de la maladie ou je sais pas quoi. On ne les prend pas en charge. Comment voulez-vous qu'on Ça prenne dépend, en charge Florence. Il ne faut pas non plus exagérer. Beaucoup sont pris en charge. Oui, écoutez, je le fais rapide, évidemment, mon temps de parole étant compté. Mais ce qui fait que pourquoi on est tout le temps en train de s'auto-flageller. On ne peut pas les accueillir. Vous sous les tentes, dans les métros et tout ça à Paris? C'est quoi la solution? C'est de l'humanitaire qui n'en est pas, je suis désolée. En plus, ils ne parlent pas notre langue, c'est pas notre utilisation, on peut pas faire ça. En plus, on se donne bonne conscience en les accueillant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les lâcher dans la nature? Sans compter, je rentre pas là dans le débat, mais enfin, les Lola et tout ça, ça nous coûte cher. Non, mais ça, Florence, c'est pas le même sujet, là. Florence, je sais, mais je le fais vite, Monsieur Bourdin, mais je veux dire juste que l'impact c'est une autre civilisation qui arrive. Oui, en revanche, Florence a raison. Florence, vous faites allusion aux 400, par exemple, Afghans qui se sont installés dans le nord de Paris, sous des tentes. Mais Florence a raison, c'est vrai que... Non, c'est vrai, Charles Fournier, nous avons des migrants. Mais parce que nous n'avons pas une politique d'accueil suffisamment organisée. Moi, je le dis, vous regardez dans de nombreux métiers aujourd'hui, allez voir dans la restauration, dans l'hôtellerie, on recrute beaucoup de personnes qui sont issues... Ouais, c'est un sujet. Nous avons des capacités d'accueil, il faut les organiser. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin, alors? Mais il faut organiser nos capacités d'accueil. Je vous entends. Ça tombe bien, parce que dans quelques jours, on va avoir un texte à l'Assemblée nationale qui arrive effectivement pour reposer un certain nombre de fondements de notre politique effectivement d'accueil des immigrés et des ressortissants étrangers, et on va effectivement valoriser la dimension économique en fonction de la question des métiers qui sont aujourd'hui en sous-emploi, et la nécessité effectivement de trouver pour certaines professions. Oui, mais tous les migrants ne sont pas qualifiés. Bien sûr que tous les migrants ne sont pas qualifiés. Et puis il y a aussi des outils qui seront dans le texte, et c'est la volonté exprimée par Gérald Darmanin, de rendre plus efficace les fameux OQTF, les renvois effectivement de ces migrants qui n'ont pas à rester sur le territoire parce qu'il y a une décision administrative ou de justice, parce qu'il y a quand même un OQTF sur deux qui donne lieu à une procédure judiciaire, et cela effectivement il y a à gagner en efficacité dans le renvoi dans le pays d'origine. Mais donc on va poser toutes ces questions-là, donc ça sera l'occasion de voir le débat pour les uns et les autres effectivement d'exprimer, de dire ce que la loi s'appelle immigration et asile, et donc il faudra aussi regarder. Bien sûr. Je voudrais juste revenir sur quelques éléments que donnait Florence. Elle parlait, et je vois les têtes qui se hochent, elle parlait à un moment des Français qui sont à la rue ou qui se soignent pas et dont on ne prend pas, prend pas en charge. Oui. Il y a quand même plusieurs sondages qui disent qu'entre 40 et 50% des Français ont renoncé sur les dernières années à des soins pour des raisons financières. C'est une réalité. Non, c'est pas autre chose. C'est une réalité. Mais il faut pas opposer les misères. Non, mais je n'oppose pas la misère. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Il faut remettre les choses en contexte. Est-ce qu'aujourd'hui en France, l'hôpital va bien? Non. Est-ce qu'il y a des lits qui ferment? Oui. Est-ce qu'il y a des déserts médicaux? Oui. Est-ce que l'école va bien? Est-ce qu'on a de bons résultats à la sortie des écoles? Non. Ça fait 30 ans, on a les pires résultats depuis 30 ans. Mais vous allez voir où je veux en venir. On en est à ce niveau-là. Est-ce que le chômage se porte bien? Un peu mieux, c'est pas dit que ça dure. Est-ce qu'il y a de l'inflation? Oui. Bref, est-ce que la situation de la France aujourd'hui est bonne? Non. Les Français ont du mal à vivre. Comment on peut intégrer correctement des étrangers dans une France qui va déjà mal? Pardon, ça s'appelle de l'amalgame. Et c'est pas de l'amalgame. Vous avez écouté jusqu'au bout, mais c'est pas de l'amalgame. Vous mettez côte à côte des sujets qui n'ont rien à voir. Pardon, mais on pourrait dire aussi les Français n'ont pas accès aux médecins. Comment vous allez donner un médecin à un migrant? Mais que pour l'économie tourne, il faut aussi qu'on ait plus de main d'œuvre, parce que moi je connais des restaurateurs. J'étais maire de Fontainebleau il y a encore quelques semaines. Dans ma ville qui est très touristique, il y a des restaurants qui sont obligés de fermer certains jours parce qu'ils n'ont plus assez de main d'œuvre. Voilà. Et donc il faut aussi le dire. Vous voterez contre d'ailleurs si Gérald Darmanin donc propose effectivement ce qu'il veut faire, c'est-à-dire une régularisation d'1 an pour des personnes étrangères qui travaillent actuellement en France? On n'a pas encore honnêtement
terminer de débattre la question, mais ça s'engage très mal. On est encore sur ce point précis. Mais sur ce point précis, on est encore sur un appel d'air de dire voilà, bon bah venez, si vous avez un travail, on vous donnera. Donc vous êtes contre? Il y a des millions de Français quand même qui attendent un travail à côté. Écoutez, est-ce que le problème c'est pas la formation et l'orientation des Français? Pourquoi ils ne se présentent pas effectivement pour répondre à ces milliers peut-être parce qu'ils n'ont pas eu une formation de base et une orientation de base vers ces jeunes. Mais là on est parti sur autre chose. Sur un autre débat, c'est ça. Je pense qu'il y a des enjeux, il faut le dire, de travail avec les autres pays pour sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je l'ai dit, le dérèglement climatique et autres sujets. Ça, c'est pour traiter le fond. Mais quand on regarde les chiffres, nous ne sommes pas devant des vagues. Ça, c'est un mythe qui est entretenu par le Rassemblement national. La France est capable, mais il faut organiser cet accueil. Il faut avoir une vision sur cet accueil. Et à chaque fois, on a l'impression d'être devant une situation nouvelle. On va recréer des campings à Paris. Mais non, justement, il faut éviter ça. Il faut des places d'hébergement. Il en manque 200 dans ma circonscription. Elles ont été rétablies. Il était prévu de les supprimer au budget, au PLF de 2023. Il faut plus de places. Il en faut plus. Ça ne suffit pas. Oui, mais il en faut beaucoup plus. Charles Fournier, votre circonscription, rappelez-la. Je suis de l'Indre-et-Loire. C'est la circonscription de Tours. Kevin Mauvieux. Département de l'Eure, 3e circonscription de l'Eure. Et Seine-et-Marne. Sud Seine-et-Marne. Fontainebleau. Bien, il est 11h19. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h23, vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Nos trois invités, trois députés, Charles Fournier, qui est député Europe Écologie Les Verts, Frédéric Valletoux, député Horizon Renaissance, et Kevin Mauvieux, qui est député du Rassemblement National. Vous êtes là tous les trois. Nous avons parlé de l'océan de Viking. Bon, nous ne sommes pas d'accord. Pour l'instant, il y a la question humanitaire prime. Kevin Mauvieux, on est bien d'accord. Il y a un côté humanitaire. Si ce bateau se retrouve tout près des côtes françaises, il va bien falloir ouvrir un port. Mais c'est ce que vous avez vu, le président de la région Corse est prêt à ouvrir un port en Corse. Hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les passeurs ont réussi à nous mettre dans l'impasse. Mais c'est pas des passeurs, c'est une ONG en l'occurrence qui récupère. Et heureusement qu'elle est là, elle fait un travail extrêmement important. Et je remercie. Elle récupère ce que les passeurs ont fait. Non, mais vous avez souvent laissé entendre que SOS Méditerranée sont complices. C'était des passeurs, c'était des complices. Est-ce que les ONG sont complices des passeurs? Est-ce que vous allez jusque-là? Non, ils ne sont pas directement complices des passeurs. Plusieurs collègues le disent. Mais indirectement, s'il n'y avait pas ces ONG qui disaient allez-y, s'il y a un souci, on vous emmène de toute façon, peut-être que ça limiterait le travail des passeurs. Il faut être honnête. Bien, on va prendre Cédric, qui est à Béziers sur la question. Cédric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Cédric, que dites-vous? On vous écoute. J'ai pas tout entendu ce qu'a dit Florence. Je risque peut-être de répéter en partie ce qu'elle a peut-être pu dire. Mais je crois qu'en fait, si on faisait des quotas vraiment européens, mais quand on parle d'Europe, c'est-à-dire avec la Bulgarie, la Hongrie, les 27 pays de l'Union. Voilà, sur les 27 pays, et qu'on dit finalement, nous en France, en Espagne, parce que c'est souvent nous qui avons beaucoup de migrants, nous, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, mais elle n'en fait plus partie, et l'Allemagne, et qu'on dirait, maintenant vous allez partir en Roumanie, vous allez partir en Hongrie, vous allez partir en Bulgarie. Je pense que les soi-disant ONG, parce que pour moi ce ne sont pas des ONG, ce sont plutôt des passeurs que des ONG, parce qu'ils font vraiment n'importe quoi, ils vont les chercher pour nous les ramener. Je pense qu'en fait les gens diraient non, on ne veut pas aller en Hongrie, non, on ne veut pas aller en Roumanie, on ne veut pas aller là-bas, on veut rester finalement chez nous, parce qu'en fait on ne sait pas comment on va être mangé là-bas. Et la deuxième chose, c'est que on a du mal à se soigner, nous en France, on a du mal à se loger. J'ai des gens dans mon village qui ont vraiment de grosses difficultés. Dans le village, on essaie de les aider. Il n'y a personne de l'État qui nous aide pour ça. On essaie de les aider comme on peut pour pouvoir qu'ils restent dans les logements, parce qu'en fait, ils risquent d'être expulsés. Et on va loger des gens qui viennent de pays étrangers, alors qu'en fait, on a déjà du mal à loger nos Français. Et je crois qu'il y a un gros problème. Et je crois que la République en marche devrait regarder un petit peu ce qui se passe ici en France, parce qu'effectivement, il y a un gros problème et on prend pas le problème à bras le corps. Et avant de soigner le bras du voisin qui va pas trop mal, soignons notre bras à nous qui commence à tomber. Cédric, merci de votre intervention. Je ne serais pas si pessimiste que ça sur le sort des Français. Évidemment, beaucoup de Français ont des difficultés pour finir leur fin de mois. Beaucoup de Français ont des difficultés lorsqu'ils vont aux urgences d'un hôpital. Mais tout de même, ce pays aide les Français, comme peut-être aucun autre pays au monde. Bien, il faut quand même regarder la réalité en face. Bien, mais la répartition des migrants dans tous les pays européens, oui, ça c'est un vœu pieux. Les pays européens n'ont jamais réussi d'ailleurs à se mettre d'accord sur ces questions-là.
Il n'y a jamais eu d'accord européen, Frédéric Valletoux. Non, il n'y a pas eu d'accord européen, mais après les besoins ne sont pas forcément les mêmes, parce que là on parle par exemple de revoir les règles d'immigration liées à des contraintes économiques et à des besoins de main-d'œuvre dans notre pays. Tous les pays ne vivent pas cette même situation, donc forcément à un temps donné, il y a tout le monde ne peut pas se mettre d'accord sur une politique migratoire. Je pense qu'effectivement il y a des règles qui existent. On parlait de l'accueil d'asile et des difficultés déjà à respecter les règles qui existent en la matière. Maintenant, sur des quotas et sur l'ouverture plus ou moins grande selon les époques et les besoins pays par pays, je pense que ça reste une appréciation nationale et il n'y a pas besoin de se mettre à 26 pour parler de ça. Bien, la COP27, je voudrais en parler. Emmanuel Macron fait des propositions, du moins des remarques. Je le cite, il faut qu'on ait les États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous, car les Européens sont les seuls à payer pour aider les pays les plus pauvres. Il faut donc mettre la pression sur les pays riches non européens, leur dire vous devez payer votre part pour aider les pauvres face au changement climatique. Il a raison, Charles Fournier. C'est un peu venir un peu en donneur de leçons à Sharm el-Sheikh. La France ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'accord de Paris, il avait été prévu qu'en septembre 2022, chaque pays rehausse ses objectifs. La France refuse de le faire. Et donc, que la France demande à chacun de payer, c'est une bonne chose, évidemment. Mais elle doit le faire aussi. Elle doit être exemplaire. Elle l'a pas été. Le fonds vert, ça fait des années qu'on en parle et qui n'est pas au rendez-vous, et la France n'est pas non plus au rendez-vous de ce point de vue. Donc je crois que là, dans un processus international comme celui-là, je crois qu'il faut y aller. Sauf que la Chine émet 30%, la Chine émet 30% des gaz à effet de serre et les États-Unis 15%. Non. Si vous ramenez ces émissions en prenant en considération les importations, on externalise nos émissions de gaz à effet de serre. La France par habitant émet plus qu'un Chinois. Si on ramène par habitant, si on prend en considération les 700 milliards d'importations que nous faisons, nos produits manufacturés, les vêtements que nous avons les uns et les autres sur nous, je ne sais pas d'où ils viennent, mais souvent, vous regardez, ils ont été fabriqués ailleurs. Donc on a notre part à prendre largement et notre modèle de vie est questionné. Frédéric Valletoux. Oui, je pense que Emmanuel Macron a raison de rappeler un certain nombre de principes. Et que dans certains pays, dans certaines zones de notre terre, il y a des pays ou des groupes de pays qui vont moins vite que d'autres et qui sont moins engagés. Et effectivement, le chemin parcouru ces dernières années par la Chine et par les États-Unis n'est pas probant. L'Europe fait des efforts. Alors peut-être que les rendez-vous et les objectifs annoncés il y a quelques années sont pas au chiffre près les performances obtenues aujourd'hui. Dernier pays d'Europe sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, on a quand même sacrément augmenté. Ces dernières années, la part de non, mais peut-être, mais on a ça quand même fait un chemin qui, quand on regarde les énergies renouvelables, c'est 18% de notre production énergétique en 2017, on est à 25%, donc on a augmenté de 7 points la part des énergies renouvelables. Alors on peut dire ça va pas assez vite, on peut dire aussi qu'il y a un chemin qui effectivement montre une accélération, et donc parce qu'il n'est pas le cas des États-Unis et de la Chine. Kevin Mauvieux, sur cette question. Sur cette question, sur la COP27 d'ailleurs, ce qui s'y passe pour l'instant, mais comme très souvent les COP, j'ai envie de dire c'est le moment de planter des éoliennes, parce qu'avec le vent qu'ils sont en train de brasser, on va en produire de l'électricité. Ça fait des années, des décennies qu'on dit que les États-Unis et la Chine sont les gros pollueurs. Non, mais ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années mais c'est la réalité. Mais non. La France, c'est 1% des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est faux, mais je vais vous dire, c'est faux. Mais c'est pas faux. Donc là, vous allez revenir culpabiliser les Français qui portent des vêtements produits en Inde. Non, les multinationales, tous les responsables et les principaux émetteurs, c'est là que la cause est principalement. Mais ce que vous dites est faux. Le problème de la COP 21, et ça n'a pas été assez dénoncé, c'est qu'on a décidé de comptabiliser les émissions pays par pays. Mais si vous comptabilisez ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire ce que vous faites fabriquer ailleurs, la France est un des pays qui est très haut dans les pollutions. Dans ces solutions écologiques, le patriotisme économique, parce qu'effectivement, plus on produira en France et moins on polluera. Ça, c'est clair. Je sais que vous n'avez pas le Rassemblement national, mais il faut le reconnaître. Tout ce qu'on produira en France, qui ne sera pas produit à l'étranger, fera une grosse économie. Mais ça, sur la relocalisation, je pourrais le partager, sauf que vous en avez une vision doctrinaire et une vision de repli sur soi. Moi, je pense qu'il y a des produits qu'on ne pourra pas. Il y aura des coopérations qui continueront d'exister. Mais je défends la proximité depuis fort longtemps. Bien. 11h31.
petite page de pub et ensuite on va changer de sujet parce que je voudrais qu'on multiplie les sujets. Nous allons parler des États-Unis et les midterms, votre regard, même si nous n'avons pas les résultats définitifs, loin de là aujourd'hui, mais enfin les tendances sont là. 11h31 et d'autres sujets que nous allons aborder. Merci d'être avec nous. La grève à la RATP notamment demain, 11h31, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Merci. Débat ce mercredi avec nos trois invités, Charles Fournier, député Europe Écologie Les Verts, Frédéric Valletoux, député Horizon, et Kevin Mauvieux, qui est député du Rassemblement national. Les midterms aux États-Unis, élection de mi-mandat. Nous n'avons pas les résultats définitifs. Certains se feront attendre, mais c'est très très serré, beaucoup plus que prévu. D'ailleurs, à la fois à la Chambre des représentants, où les Républicains devraient emporter la majorité, et au Sénat où la tendance est plutôt pour les démocrates. Petit commentaire rapide, messieurs. Charles Fournier, vous commencez. D'abord, peut-être il faut rappeler que dans les élections américaines, c'est très souvent qu'un mi-mandat, il y ait un changement sur une ou les deux chambres. Que le président en place soit sanctionné. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas de sanction inhabituelle à l'égard de Joe Biden. Oui. Et puis je pense que du côté des Républicains, il y a deux tendances qui quand même s'affirment. Il y a celle portée par Donald Trump, et puis il y en a une autre approche du côté des Républicains. On sent finalement que la société américaine, mais comme d'autres sociétés, exprime des inquiétudes extrêmement fortes sur lesquelles on ne répond pas. Oui. Et on peut faire un parallèle avec ce qui peut se passer dans notre pays. Nous retrouvons aussi ces tendances. La tendance Trump, c'est une tendance d'extrême droite. Il faut la nommer comme elle est. Et on sent qu'elle se nourrit de difficultés auxquelles on ne répond pas. Et il faut répondre à ces difficultés. Kevin Mauvieux. Moi, je pense effectivement, comme disait mon collègue, qu'il y a un contexte général qui favorise la défiance vis-à-vis des gouvernements en place. Pas qu'aux États-Unis, en France, oui, dans tous les pays. On a vu les résultats au Brésil qui étaient très serrés, alors qu'ils étaient attendus peut-être un peu plus écartés. C'est général, donc c'est difficile d'en tirer une conclusion spécifique, d'autant que les résultats ne sont pas définitifs. On voit qu'il y a des États, a priori, où il y a très grosse progression pour les Républicains, d'autres où c'est l'inverse. Ça a l'air assez disparate, donc je pense que ce sera intéressant de regarder peut-être plus dans le détail une fois qu'on aura les résultats définitifs. Bien sûr. Kevin Mauvieux, tiens, je fais juste une petite parenthèse. Vous comprenez la colère de Bruno Bild et du maire Steve Brewa? La colère, je pense que c'est exagéré comme mot. Les remarques. Vous m'aviez dit une fois qu'il fallait peser les mots. Effectivement. Désabusés. Je les qualifierais de désabusés. Être désabusé, faire des remarques suite à l'élection d'un président de parti, ça se passe dans tous les partis de France depuis le début de la politique. Il y a toujours eu des contestations, c'est la vie du mouvement. Ça va se calmer, ça va passer. Voilà, il y a des déçus parce que il y avait des préférences. Après, honnêtement, on est très loin de la grosse colère. On est très loin de voilà. Bien, Frédéric Valletoux, les États-Unis. Oui, juste un mot sur les États-Unis. Je pense qu'effectivement, on est tous d'accord. C'est un peu tôt pour avoir des vues définitives, mais il sera intéressant de regarder ce qui va se passer chez les Républicains. Une fois que les élections seront, que les résultats seront tous connus et qu'on percevra effectivement les équilibres et ce qui est en train de se dessiner pour la prochaine présidentielle dans 2 ans aux États-Unis. Et effectivement, là où de France, parfois on a l'impression qu'il y a un Trump tout puissant dans son camp. Les observateurs, effectivement, décelaient déjà qu'il y avait, c'était pas aussi simple que ça. Mais là, les résultats vont le montrer, et on va avoir des rapports de force sans doute qui vont peut-être donner aussi une image très différente de ce qui est en train de se passer dans le camp républicain. Oui, puis il faut se rappeler que Donald Trump a été battu. Ça veut dire que la politique menée par Donald Trump n'a pas répondu aux attentes des Américains. Et donc, il s'est nourri d'un certain nombre de colères, il a attisé un certain nombre de colères, mais il n'a pas réussi. Et donc, voilà, je crois qu'il faut pas oublier ça dans le contexte, et que c'est peut-être pour ça que d'autres voix que celle du Tea Party s'expriment au sein des Républicains, et c'est sans doute une bonne chose pour les États-Unis. Bien, on va en parler avec Jean-Éric Brana, d'ailleurs, à partir de midi. Il est 11h38, je voudrais aborder un autre sujet demain, grève à la RATP, avec une grève très 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 suivie, puisque 7 lignes de métro seront fermées sur 14 demain. Il y aura aussi de fortes perturbations dans les RER A et B.
Charles Fournier, vous soutenez cette grève ? Oui, parce que moi je suis un utilisateur quotidien du métro quand je suis ici, et franchement la situation elle est extrêmement dégradée. Elle est dégradée pour plusieurs raisons. Il y a une responsabilité de la région Île-de-France, très clairement, qui est en responsabilité sur ce sujet et qui a maintenu une offre de services dégradée après le Covid. Et ça crée de l'entassement, et puis en plus il y a une acceptabilité de cet entassement plus faible après le Covid. On n'a pas envie d'être tassés les uns sur les autres. Donc l'offre de service n'est pas à la hauteur. Il y a une responsabilité, je crois, dans l'entreprise, et il faut regarder comment on peut régler ces problèmes de recrutement, parce qu'il y a une vraie difficulté. Donc il faut pouvoir augmenter les salaires. Et il y a une responsabilité du gouvernement de deux manières différentes. D'abord parce que sur la question du ferroviaire, nous avons proposé des amendements 3 milliards en plus sur le rail, qui ont été balayés d'un revers de la main après le 49.3, alors que nous savons qu'il faut faire beaucoup plus sur le rail si nous voulons être à la hauteur. Et puis l'autre responsabilité du gouvernement, c'est la question des salaires. Sur le SMIC, là la demande aussi, dans la grève demain, c'est un coup de pouce sur le SMIC. Il y a un refus idéologique d'aller sur l'augmentation des salaires, et je pense que nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Les primes ne suffiront pas. Le SMIC c'est une chose, et les salaires autre chose aussi. Mais là la demande c'est beaucoup sont salariés au SMIC, et la demande c'est une augmentation du SMIC qui pousse les autres salaires. Frédéric Valletoux. Non, mais il y a aussi dans ce qui vient d'être dit, il y a un fond de vrai. C'est vrai qu'il y a un retard d'investissement depuis longtemps, qui n'est pas propre qu'à la région de France, c'est partagé, puisque la gestion des transports publics en Ile-de-France est quand même très copartagée entre l'État et la région. Il y a une reprise aussi de l'activité post-Covid et du trafic post-Covid qui n'a pas été totalement satisfaite, en tout cas qui n'est pas intégralement revenu. Mais on manque de personnel. Et donc, c'est un sujet. Il y a un problème effectivement d'attractivité. Enfin, il y a les mêmes problèmes dans les chauffeurs de bus, il y a les mêmes problèmes, on parlait des restaurants tout à l'heure, il y a les mêmes problèmes chez les aides-soignantes. Il y a aujourd'hui un problème de main-d'œuvre en général. Est-ce que c'est l'attractivité des salaires ? Pas toujours, c'est en partie ça. Le métier aussi, la valorisation du métier. Bref. Et puis il y a aussi un problème de dialogue social. Et ça, je veux le dire, il y a un problème de dialogue social aussi à la RATP, au sein de la RATP, peut-être d'un dialogue social qui n'est pas assez travaillé, fructueux, développé, et qui conduit effectivement à ce que finalement on démarre une revendication par une grève. Où on va assez vite à la grève. Vous la comprenez, cette grève ? Moi, une grève qui ne passe pas d'abord par la recherche de dialogue social, c'est une grève que je comprends pas. Parce que pour moi, la grève, c'est, je veux dire, c'est la fin d'un aboutissement. Enfin, pardon, c'est l'aboutissement d'un processus, normalement. Et là, je pense pas qu'il y ait eu Et puis, il y a aussi, il faut pas se leurrer, il y a une volonté politique. Jean Castex arrive à la tête de la RATP, il n'est pas encore nommé, il passait ce matin devant une commission à l'Assemblée nationale, il n'est pas encore nommé, qu'on veut déjà, et ça c'est les syndicats, jouer du muscle, et montrer que finalement, on est là, on est fort, et bon, donc il y a ça aussi qui joue, faut le dire. Kevin Mauvieux, vous soutenez la grève ou pas ? Je rejoins mon collègue sur un point. Lequel collègue ? Lequel Frédéric Valletoux ? Mon collègue Horizon. Ah d'accord. Je le rejoins sur un point, celui qui consiste à dire que la grève, normalement, c'est le point final d'une négociation qui n'a pas marché. Oui. En France et dans certains secteurs, et le secteur ferroviaire fait partie de ces secteurs-là, on a une culture de la grève. Il faut le reconnaître. Et on fait grève avant de négocier. Pas toujours avant de négocier, mais on fait souvent grève assez rapidement, avant même de s'être mis autour de la table. Là, c'est un peu ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on prend en otage des millions de Français, ou des milliers de Français, ou des centaines de milliers de Français. 3 500 000 utilisateurs quotidiens du métro. Mais exactement. Et alors, il y a un constat aussi que je partage des deux parties, c'est que l'après-Covid n'a pas vu le retour d'un certain nombre de rames, d'un service d'avant-Covid, alors que la demande, elle est revenue à l'avant-Covid. Donc, on entasse les gens, mais ça, c'est aussi le problème de l'utilisateur. Je veux dire, l'utilisateur, s'il y avait que ça comme problème, il rejoindrait probablement la grève, parce que effectivement, être entassé dans un métro parce qu'on ne donne pas suffisamment de lignes, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'on fait une grève et qu'on prend en otage des millions de Français avant d'avoir commencé à négocier. Et puis évidemment, le gouvernement a sa grosse part de responsabilité en refusant de jouer sur les hausses de salaire. Il y a plusieurs propositions. D'un côté, la hausse du SMIC. De l'autre côté, la possibilité d'augmenter les salaires de 10% avec une suppression des charges patronales sur cette hausse. Il y a plusieurs offres sur la table à ce niveau-là. Et l'État le refuse. Donc effectivement, il y a
l'État sert d'allumette pour allumer une mèche, mais le problème c'est que le pétard va exploser avant que la mèche soit consumée. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de négociations. Il y a des négociations, mais quand les négociations échouent systématiquement sur la question des salaires, depuis des années que le point d'indice vient d'être augmenté de 3,5%, moins que l'inflation, que pendant des années il a été gelé, que la situation des fonctionnaires, que la situation de bon nombre de salariés est une situation catastrophique. Vous le constatez sur le terrain. Les salaires ne bougent pas, mais les charges explosent et on a des couches de pauvreté supplémentaires. Et quand les négociations ne fonctionnent que dans un sens, évidemment que la grève est un instrument indispensable. Et vous mais les millions de Français qui touchent un SMIC et qui vont pas aller travailler à cause de ça. Il y a déjà eu des difficultés. Et quand vous constatez... Mais a-t-elle commencé la négociation là? Le patron, il est même pas arrivé. Il arrive dans quelques jours. Mais il y avait un autre patron. Vous le savez quand même. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien le calendrier. Enfin, je reviens à ça, pardon, mais on voit bien le calendrier. Il y a peut-être eu des négociations dans les années passées. Je connais pas, je suis pas assez spécialiste de l'histoire de la RATP, l'histoire sociale de la RATP de ces dernières années. Mais enfin, je veux dire, là, globalement, il n'y a pas eu de discussion qu'on démarrait. On démarre par la grève. Je suis désolé. Tous les jours en métro, c'est une catastrophe. Mais bien sûr, c'est une catastrophe. Donc, du coup, évidemment qu'il y a une envie. Et qui est responsable? L'État, la région? Moi, là, j'ai dit que c'était des responsabilités partagées. Il y a 20 ans, j'habitais le long de la ligne 13. On était entassés comme des sardines. Et c'était non, mais là, c'est toutes les lignes. Non, mais je sais bien. Prenez aller sur la ligne 12 et la ligne 3 qui prend tous les jours. C'est une catastrophe. C'est insupportable. Il y a eu des investissements qui ont été faits aussi. Non, mais on a réduit. Oui, mais là, la région Île-de-France n'a pas mis sur la table l'argent qu'elle devait mettre et n'a pas rétabli. C'est la faute de l'État, dit la région. Mais non, moi là, je crois que c'est une responsabilité partagée, là, très clairement sur ce sujet. Tort partagé entre région, État. Et voilà. Enfin, Allez, il est midi moins le quart. J'ai d'autres questions encore à vous poser. Midi moins le quart, une petite pause et nous nous retrouvons. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Ce soir, Didier Deschamps va donner la liste des joueurs de l'équipe de France pour aller participer à la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs, le Qatar, nouvelle enquête du journal SoFoot que vous avez lu, Félix Mathieu, qui fait froid dans le dos. Le Népal voit revenir chaque semaine des cercueils de travailleurs morts. Oui, et revenir du Qatar. Oui, SoFoot nous donne l'exemple d'un travailleur népalais mort d'une crise cardiaque au Qatar à l'âge de 38 ans. 15% de la population népalaise travaillerait à l'étranger, dont beaucoup dans l'Émirat, comme ouvriers, comme domestiques. 13 à 15 000 d'entre eux auraient pris part à la construction des infrastructures de la Coupe du Monde, et notamment le stade, évidemment. Parmi eux, des milliers rentrés au pays dans un cercueil mort d'épuisement. 2 ou 3 par semaine, et encore un chiffre certainement sous-estimé, faute d'autopsie sérieuse, selon les ONG consultées par SoFoot pour cette enquête. Des rescapés décrivent des cadences inhumaines, parfois 12 heures par jour, 6 jours sur 7, à tel point que le gouvernement népalais a mis en place une aide au rapatriement des corps, une aide aussi aux familles endeuillées, faute d'indemnisation des entreprises qataries, aide notamment pour les études des enfants de ces travailleurs, des travailleurs partis à l'origine pour faire vivre leur famille. Est-ce que vous regarderez cette Coupe du Monde, Charles Fournier? Moi, je suis un fan de foot, donc j'aurais du mal à détourner la tête, ne pas regarder les matchs de foot. Pour autant, de l'équipe de France. Pour autant, bien sûr. Pour autant, ça n'empêche pas d'être extrêmement critique sur cette Coupe du Monde. C'est une aberration écologique, c'est une aberration sociale. Vous venez de rappeler, c'est touchant quand on vous écoute énumérer les chiffres. C'est absolument scandaleux. Il y a un problème dans les mécanismes d'attribution des Coupes du Monde. Moi, je ne dis pas que le Qatar ne devrait pas avoir de Coupe du Monde, parce que tous les pays du monde pourraient accueillir des Coupes du Monde. Mais il faut des règles du jeu extrêmement exigeantes, écologiques. C'est pas possible d'avoir des stades de foot climatisés. On est dans une situation complètement dingue. Des règles du jeu sociales, une exigence sur les conditions de préparation d'une Coupe du Monde, des stades qui doivent servir demain à autre chose, parce que là, on ne sait même pas le devenir des infrastructures qui ont été faites. C'est une catastrophe, cette Coupe du Monde. Maintenant, c'est trop tard, elle est lancée, mais c'est vraiment une catastrophe. Frédéric Valtou, vous la regarderez? Vous êtes pas passionné de moi foot, je suis moins fan, mais je regarde quand même les grands matchs. Donc si la France fait un beau parcours, il y a un moment je m'y raccrocherai. Mais je veux dire, c'est glaçant d'entendre la chronique qu'on vient d'entendre et le récit de l'enquête de SoFoot. C'est vrai que quand on lèvera de manière plus transparente le voile sur ce qu'aura été cette Coupe du Monde, sa préparation, on verra comment elle se déroule. Il faut souhaiter qu'elle se déroule bien sûr, sur le plan sportif d'abord.
conditions d'accueil, on verra comment ça se déroule. Mais quand on fera un bilan a posteriori, effectivement, on risque d'avoir encore plus froid dans le dos, parce que sans doute qu'avec le recul, on découvrira de manière beaucoup plus claire et chiffrée un certain nombre de réalités qu'on n'a pas voulu voir, qu'on ne veut pas voir. C'est vrai que cette affaire, depuis le début, elle est mal emmanchée. Et malheureusement, je pense que ça va être une catastrophe a posteriori. Kevin Mauvieux, vous regarderez ? Je suis pas un fan de foot, donc je suis dans la même situation. Je suis dans la même situation. Bah, après, honnêtement, quand vous dites que c'est mal emmanché, c'est plus que mal emmanché. À l'origine, parce qu'il faut quand même remettre toutes les choses en perspective. À l'origine, on a donné la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait des histoires de valeurs universelles à partager avec le monde arabe, etc. On met la Coupe du Monde au Qatar. On nous reproche en France de réfléchir à accueillir un bateau de migrants. Là-bas, c'est des milliers de personnes qui sont mortes pour construire des stades. Bon, déjà, première problématique. Il y a le problème écologique. On construit des stades qui vont être climatisés dans un environnement de désert, entre guillemets, et de chaleur intense, alors qu'on demande aux Français de se chauffer à 19, et encore quand ils ont la chance de pouvoir se chauffer à 19. On parle des droits de l'homme en permanence, partout, et c'est très bien. Et on va mettre la Coupe du Monde au Qatar, dans un endroit où les homosexuels sont considérés comme ayant des troubles mentaux. Enfin, il y a un moment, il n'y a absolument rien qui va dans cette Coupe du Monde au Qatar. Un ambassadeur qatari du mondial qualifie l'homosexualité de dommage mental. Oui, mais c'est dans une interview à la ZDF. Exactement. Et donc, implicitement, quand on va regarder cette Coupe du Monde et quand on a cautionné le fait d'aller mettre cette Coupe du Monde, et on a eu un texte cet été, alors certes, c'était pas on donne caution au Qatar pour faire la Coupe du Monde, mais enfin, on donnait quand même, le gouvernement donnait un peu blanc-seing à ça. Mais à quel moment, quel est le message qu'on envoie à ce moment-là, en disant au Qatar, oui, rayonner sur le monde avec des valeurs qui disent que les homosexuels, effectivement, ont des problèmes mentaux. Vous avez beaucoup évolué sur ce sujet, parce qu'il faut quand même se rappeler les propos du Rassemblement national sur l'homosexualité. Donc je trouve un peu. Vous adressez pas la bonne personne pour le coup. Mais je vous dis, vous avez évolué. Vous avez entendu dans mon propos. Mais c'est bien de le dire, on a évolué, oui. Vous, en tout cas. Le RN, globalement, sur ces sujets-là, quand même, est plutôt porté un regard extrêmement discutable. Et donc, on peut. Mais vous savez, le RN... Non, mais je voudrais juste remettre en perspective sur ce passage. Le RN avait un regard, soi-disant, compliqué sur l'homosexualité. À une époque où la France... Oui, non, mais à une époque où la France, qui a 50 ans, considérait que c'était encore une maladie, et il y a encore 5 ans, on ne pouvait pas donner notre sang. Donc, j'ai envie de dire... Vous allez évoluer sur l'immigration, vous allez regarder autrement... C'est pas la même chose. Bon, là, vous mélangez. Alors, j'ai deux questions. Tiens, j'ai deux questions. On a parlé du Qatar. On n'est pas... c'est pas le monde arabe, mais c'est les Perses. Je voudrais vous parler de l'Iran un mot, parce que les wokistes au Québec ont déclaré ne plus parler des femmes en Iran, ça stigmatise les femmes voilées ici, au Canada et dans l'Occident, et contribue à augmenter l'islamophobie. Est-ce que c'est acceptable, ce genre de positionnement ? Franchement, Charles Fournier, vous comprenez ça ? Je crois que j'ai à peine compris ce que vous avez dit. Alors, les wokistes disent ne plus parler des femmes en Iran, ça stigmatise les femmes voilées ici, en Occident. Je pense que nous ne parlons pas assez de ce qui se passe en Iran. C'est ma réaction, c'est ça. Et d'ailleurs, j'essaye régulièrement, parce que c'est un combat pour la liberté. Maintenant, le combat pour la liberté là-bas, évidemment, se symbolise par la question du voile. Moi, je pense qu'il y a dans le port du voile des situations extrêmement différentes. Et on ne peut pas comparer ce qui va se passer ici, même si, moi, je ne suis pas favorable au voile. Voilà, personnellement, jamais autour de moi, ni mes enfants. Mais il y a des gens qui en font. Mais il y a des gens qui en font. Dans l'espace public, faut-il l'interdire ? Ah non, parce que vous savez, en 1905, vous aviez le même débat sur la soutane. Vous savez, c'était ça. C'était faut-il une police du vêtement ? Mais quand vous ouvrez la boîte de la police du vêtement, vous n'arrêtez plus, parce qu'à un moment donné, la robe c'est là, et on va revenir à une forme de société où on dira aux gens comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent manger, comment ils doivent vivre. Moi, je veux pas de cette société. C'est les Iraniens qui ont des polices du vêtement qui se baladent dans la rue et qui est-ce que c'est ça les femmes quand elles ne sont pas dans le modèle. Oui. Est-ce qu'il faut interdire dans l'espace public ? Votre question, je la trouve le débat, je le trouve très intéressant, parce qu'on peut le mettre en lien avec ce que je disais sur le Qatar. C'est-à-dire que la France prône les droits de l'homme, mais on soutient un mondial de foot où on s'attaque aux homosexuels, où on fait venir des migrants et on les laisse mourir pour construire des stades. Et puis là, la France soutient la liberté en Iran pour les femmes d'enlever leur voile et laisse en France l'obscurantisme s'installer, et on laisse de plus en plus dans des quartiers des femmes se faire cracher dessus parce qu'elles n'ont pas le voile. Il y a un moment, on prône les droits de l'homme jusqu'au bout.
Mais Kevin Mauvier, vous êtes pour l'interdiction ou pas, puisque vous prenez les droits de l'homme? Moi, vous êtes pour l'interdiction du voile dans l'espace public, je parle. Hein. Le port du voile, oui. Le port du voile dans l'espace public, oui. Ah oui. Mais oui, c'est un signe religieux ostentatoire qui... Et la croix qui n'a plus la croix. Non, vous êtes pour ou contre? Non, mais la croix, elle est sous le t-shirt. Non, parfois, je suis désolé, la croix, elle est sous le t-shirt. Vous voulez que je vous raconte une... Je peux vous raconter une... Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Je vais vous raconter une anecdote, j'en ai pour 3 secondes. Quand j'étais à l'université, à l'époque où j'étais en fac de droit, un jour, on avait un TD, on était une trentaine dans la salle de TD. Le voile est interdit dans ce type d'espace. On était donc dans la salle de TD et j'avais un collègue, alors c'était le début de l'année, je le connaissais pas encore. J'avais un collègue dans le fond de la classe qui avait un t-shirt blanc, c'était le mois de septembre, il faisait chaud. Il avait une croix qui était pas très grosse, mais il avait une croix et il la mettait toujours sous son t-shirt. Et là, en s'asseyant, elle était passée par-dessus. Le chargé de TD à ce moment-là lui a dit, excusez-moi, pas de signe ostentatoire dans l'université, est-ce que vous pouvez juste la mettre sous le t-shirt? Ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est pas la règle. Mais non, mais c'est ce qu'a dit à l'époque ce chargé de TD là. Parce que sinon, non, mais attendez, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Parce que je voudrais quand même aller au bout. À l'époque, j'étais intervenu parce que devant, il y avait une table avec 3 filles qui avaient le voile. Il ne leur a rien dit. Et donc, je suis intervenu. J'ai dit, excusez-moi, je veux pas afficher mon collègue, mais s'il doit mettre sa croix sous le t-shirt, il faut qu'elles enlèvent leur voile. Oui. Ça a mis un malaise. Mais c'était pas ça a mis un malaise. À l'université, il n'y a pas de. Ça a mis un malaise. Et il a été obligé de laisser mon collègue mettre sa croix parce qu'il ne pouvait pas. Bon, de votre côté. Merci. On termine. Merci d'être venus nous voir tous les 3. Merci sur l'antenne de Sud Radio. Nous allons parler des midterms aux États-Unis dans un instant, juste après les informations en 58.